Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui mardi le 27 octobre. Aujourd'hui, je vais vous offrir quelque chose d'un petit peu spécial en fait, étant donné que bon, la chaîne, évidemment, c'est sûr qu'elle a de plus en plus d'abonnés, autant québécois que du côté français. Par ailleurs, je salue mes cousins français. Pour vous dire, moi, j'ai des ancêtres français, mais ça, tu sais, regardez, mon ancêtre Bolduc est arrivé ici, là, au 17e siècle. Fait que, voyez-vous, malheureusement, mes racines sont quand même loin, mais ça reste quand même que, gardez de cœur, je suis quand même un Français, pour ainsi dire, là. Alors, je suis vraiment très content d'avoir des gens de la France qui écoutent, là, la chaîne. J'aimerais aussi remercier les gens qui laissent des commentaires là, dans les vidéos. C'est vraiment bien de pouvoir avoir certains échanges. Il y a des personnes aussi qui amènent leur point de vue sur l'analyse de la situation, et ainsi de suite. Alors ça, là-dessus, je suis vraiment aussi très content. Donc, c'est bien de voir que la communauté commence à grandir tranquillement, pas vite. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous offrir, en fait, c'est un petit comparo entre la situation du Québec et la situation en France, OK? Moi, de ce que j'ai vu, parce que, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, c'est que je suis en parallèle très, très étroitement qu'est-ce qui se passe entre la France et le Québec. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont comme pas mal passées simultanément et très souvent aussi, là, ça se ressemble, je vous dirais, pas mal qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est sûr que là, pour l'instant, si on regarde froidement là, les situations entre la France et le Québec, bon, là, je sais, vous, en France, que là, depuis un certain nombre de temps, vous avez maintenant un couvre-feu, là, qu'à partir de 21 heures, les gens n'ont plus le droit de sortir, là. Et puis aussi, depuis cet été, bon, vous devez porter le masque, là, pas mal partout, et même dans certaines grandes villes comme Paris, je sais, là, que vous devez, entre autres, là, porter le masque même en extérieur, là. Donc, alors écoutez, je sais que certains scientifiques de votre côté, ben vous avez encore là des grandes divergences comme nous ici au Québec, quoique au Québec, je vous dirais que les scientifiques qui sont anti-mesures sont très très muselés. Ils ont peur de perdre leur travail et de toute façon, les médias leur donnent pas de temps d'antenne. Alors qu'en France, les scientifiques qui sont anti-mesures ou bref, qui sont comme ils disent, là, en tout cas, ils sont pas nécessairement des grands catastrophistes en tant que tels. Ils ont quand même un droit de parole. Là. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est important dans une société d'avoir un débat qui est ouvert là, en tant que tel aux deux arguments. Là. Alors, c'est pour ça que je suis beaucoup la situation en France, parce que vous avez probablement parmi les plus grands scientifiques de la planète, on ne se le cachera pas. Je dis pas que les gens ici au Québec sont incompétents, mais étant donné qu'ils sont cachés dans leur sous-sol puis qu'ils ne parlent pas, ben on peut pas vraiment les comparer avec les vôtres, là. Alors moi, mes personnes références que j'ai pris en France, ça fait depuis le début, là, moi j'ai eu toujours là, le docteur Raoult, après ça il y a eu son acolyte Parola, il y a eu Perron, il y a eu aussi Toussaint, il y en a eu quelques autres aussi, là, Toubiana si je me trompe pas aussi. Alors moi, c'est les personnes que j'aime suivre parce que oui, c'est vrai que ces personnes-là vont dire ce que j'ai envie d'entendre, mais c'est surtout aussi qu'est-ce que je pense, là. C'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un qui vit avec la peur nécessairement et qu'à un moment donné, il faut regarder la situation dans son ensemble avec toute rationalité possible aussi, puis en regardant aussi certains chiffres. Alors si justement on regarde les chiffres d'aujourd'hui, on commence avec ceux du Québec. Donc nous avons trouvé 963 cas. Ça a pris 18 000 tests pour faire ça. Ensuite, ils disent qu'il y a eu 19 nouveaux décès, mais dans les 24 dernières heures, il y en a eu 4. Concernant le nombre d'hospitalisations, donc on a une diminution de 16, on est à 527 présentement, supposément sur une capacité de 2000, et le nombre de personnes aux soins intensifs a diminué de 2 et on est actuellement à 91. Pour ce qui est là, de la situation en France, donc j'ai pas accès nécessairement à tous les chiffres que vous avez. Ce que je peux vous dire par contre, ce qu'on a accès sur Google quand on fait une recherche là, donc, France COVID. Alors, je vais chercher ça ici. Bon, je l'avais tantôt, puis malheureusement, ma chose n'est pas restée. Donc, France COVID.
Ce que ça nous dit, c'est que vous avez en date d'aujourd'hui 26 000 cas, 26 768. J'ai malheureusement pas le nombre de tests, là. Par contre, je sais que la stratégie est la même qu'au Québec, c'est-à-dire que vous devez avoir probablement là, un 4-5%, peut-être un peu plus de cas qui sont trouvés par rapport au nombre de tests. Donc, c'est la même chose que nous. Là. Il y a une grosse campagne énorme de tests. Là, et vous avez après ça 257 décès. Mais 257 décès, c'est sûr que nous, de nos yeux du Québec, ça peut sembler beaucoup, mais regardez, vous êtes quand même 68 millions d'habitants. Là. Alors, c'est la même chose que nous. Là. Nous, on a 4 décès, puis on est 8 millions d'habitants. Là. Fait que la proportion est quand même semblable. Là. Donc, c'est sûr que moi, je reste pas chez vous non plus, mais quand je regarde ça comme ça m'apparaît pas quand même du tout comparable à ce qui s'est passé là, au mois de mars et au mois d'avril en tant que tel. Fait que oui, il y a une augmentation des hospitalisations, des réanimations, ainsi de suite, mais écoutez, votre situation est la même que nous. Vous avez eu vos instances gouvernementales qui n'ont absolument pas préparé la situation, malgré qu'eux aussi, au début du printemps, ils ont déjà parlé d'une deuxième vague et il n'y a absolument rien qui s'est fait. Alors, c'est la plupart des critiques qu'on a. Alors, je vous invite maintenant à écouter une émission que je regarde très fréquemment. En fait, c'est à CNews. C'est l'heure des pros là, avec l'animateur Pascal Praud que j'aime vraiment beaucoup en tant que tel. Je vous dirais que, regardez, on n'a malheureusement pas ce genre d'animateur-là au Québec. Là. Quand on compare les animateurs que vous avez en France versus ceux qu'on a au Québec, on n'est pas du tout dans la même classe. Là. Alors, c'est sûr que oui, il y a un océan qui nous sépare, mais j'aime beaucoup écouter l'actualité qui se passe chez vous parce que pour moi, la France, c'est beaucoup en avance sur certaines affaires qui se passent au Québec. Là. Alors, c'est pour ça que je me dis, garde, bon, ben peut-être que ce qui se passe chez vous, on va peut-être avoir ces problèmes-là dans 20, 30 ans, peut-être 10 ans seulement. Là. Puis, en tout cas, justement, je trouve que les débats sont très ouverts aussi. Vous avez des gens de la gauche, des gens de la droite, ainsi de suite, puis les débats sont vraiment très animés. Alors, on commence l'émission. Et puis, je vais comme couper des bouts, ainsi de suite. Là. Puis aussi, ben, je suis content parce que, comme invité, justement, Toussaint, là, fait que vous allez voir un petit peu comment est-ce que les débats se passent en France. Puis, je peux vous dire, pour mes cousins français, que les débats se passent ici, au Québec. Mais il ne se passe pas à la télévision, il se passe dans les foyers des gens puis dans les conversations qu'on a entre citoyens. Là. Parce que comme je vous dis, ce genre d'émissions-là que vous avez la chance d'avoir en France, nous, on les a pas du tout au Québec. Puis ça, je le déplore vraiment parce que ça pourrait aider à éveiller certaines personnes. Autrement, regardez, moi, ben, c'est ça, il faut que j'aille chercher ce genre d'émissions-là sur YouTube. Parce qu'autrement, j'en aurais pas des émissions comme ça, puis je vous dirais que ça serait un manque pour moi. Alors, débutons l'émission. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pro-virus Covid, le Covid, la Covid-19, coronavirus, première vague, deuxième vague, Delfrécy, Raoult, Véran, gestes barrières, taux d'incidence, cas contact, cas confirmé, hospitalisation, réanimation, réa, IHU, Lariboisière, couvre-feu, masque FFP2, épidémiologiste, asymptomatique, agueusie, anosmie, confinement, confiné, déconfinement, reconfinement, écouvillon, faux positif, cluster, pandémie, quarantaine, super contaminateur. Comme une impression de déjà vu. Ah, j'allais oublier, conseil de défense, c'est ce matin, planquez-vous. Tous aux abris. Bonjour, Charlotte Dornelas. Comment allez-vous? Je ne conjugue plus, je ne mets plus que des mots. Puisque comme c'est toujours les mêmes, je ne fais plus que du vocabulaire, c'est plus ça. Bonjour, Laurent Geoffroy. Bon. Moi, c'est ça que j'aime de Pascal Praud, en fait, c'est garder, je sais qu'il y a des Français qui l'aiment pas parce qu'il est de la droite, ainsi de suite, mais écoutez, je peux pas dire le contraire. Moi, je suis un centriste, mais j'ai des tendances de la droite. Fait que c'est sûr que ce genre d'animateur-là, je peux pas faire autrement que d'avoir beaucoup de sympathie pour lui, mais ses entrées en matière, je les trouve tout le temps drôles, en fait, parce que, tu sais, c'est un gars qui a un certain humour en tant que tel, puis honnêtement, j'apprécie beaucoup ça, puis là, regardez, la situation est tellement rendue ridicule que... Fait que c'est toujours un plaisir d'entendre son début d'émission. Bonjour Philippe, mais il y a que des gens de gauche sur ce plateau, mais qui vous invite? Merci. Éric Nolot. Alors Éric Nolot, j'ai jamais su si vous étiez à droite ou à gauche. C'est drôle, hein, chaque fois que je vous écoute, je dis, je sais pas où il est. C'est très intéressant qu'un représentant de la gauche laïque, républicaine et antitotalitaire comme moi, on se demande où il est. Exactement. C'est vraiment la preuve de la confusion de l'époque. C'est quelqu'un qui est de la gauche laïque, mais c'est qu'il est un peu de droite quand même. C'est Régis Debray.
J'étais content aussi de voir qu'à l'émission aujourd'hui, ils ont invité Eric Nolot. En fait, je le suis aussi dans l'émission Z Zemmour et Nolot. En fait, là, c'est une émission qui passe à France Première, si je me trompe pas. Fait que c'est vraiment bien parce que Éric Zemmour, c'en a un autre que je suis très très beaucoup parce que je partage quasiment toutes les idées avec lui. Puis Nolo, ben lui, il est quand même différent de Zemmour. Là. Il y a certaines idées qui se rapprochent les deux, mais Nolo, il a un point de vue qui est complètement différent. Là. C'est sûr que Nolo aussi, bon, ça c'est quelque chose que j'aime un petit peu moins de lui, c'est qu'il a un très 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 gros ego, là, avec ou sans raison, peu importe comment qu'on le voit. Là. Mais c'est bien d'avoir son point de vue aujourd'hui parce que je le sais que lui, il y en a un là, qui fait partie de la gang, là, que la COVID, pour lui, c'est complètement catastrophique, en fait. Puis, il y a un petit clash, justement, avec Zemmour là-dessus, là, qui est un petit peu plus rationnel. Mais, en tout cas, Nolo, écoutez, c'est un bon type quand même. Là. Je l'apprécie pareil, malgré le fait que je suis pas très souvent d'accord avec lui. Voilà, exactement, ben voilà, ça me va très bien. C'est Régis Debray. Je pose la même question pour Chevènement, pour Debray. Exactement, vous avez tous viré à droite. Non, on est resté sur nos positions et il se trouve que l'autre gauche que nous combattons nous fait passer pour des gens non seulement de droite mais d'extrême droite. Voilà la confusion de l'époque. Bon, ça me fait plaisir que vous soyez là, on vous connaît et vous êtes gonflé. Non, là vous êtes gonflé parce qu'il a écrit un roman qui est un truc de fou, des critiques littéraires russes. Ça se passe en Bulgarie. Bon, mais vous avez démonté la terre entière. Ah, le pitch. Ça se passe en Bulgarie. Non, mais c'est deux héros. Alors regardez, c'était l'introduction de l'émission. Je voulais juste vous faire une petite entrée en matière comme ça, mais là, on va plutôt passer aux choses sérieuses parce que là, ils vont commencer à parler de la crise aussi. Fait que là, ça va être intéressant de voir leur point de vue. Simplement des chiffres pour commencer l'émission. Des comparatifs entre le nombre de personnes en réa entre mars, avril et octobre. Donc le 18 mars, 771 personnes. Le 8 avril, c'était le pic 7019. Et en octobre, aujourd'hui, il y a plus de personnes en réanimation que le jour où nous avons été mis en confinement. Absolument. Premier, quand même, chiffre instructif. Donc, regardez, c'est sûr qu'au Québec, du fait que là, on n'a pas du tout la même population, les chiffres sont tout à fait différents. Par contre, vous auriez exactement les mêmes colonnes. C'est juste que les chiffres seraient pas du tout les mêmes, là, mais la situation chez nous est exactement pareille. Deuxième chiffre instructif, le comparatif du nombre de décès. Donc, hier, nous étions à 258 morts. Le 19 mars, quasiment au début du confinement, il y avait 155 morts par jour et le pic, c'est en avril, le 613 000. Donc, toujours la même chose. Les chiffres seraient différents, mais les colonnes seraient exactement pareilles. Chiffre du jour, avec les cas confirmés, les décès. Alors, les cas confirmés, à l'époque, on ne testait pas, on ne testait que les malades, donc, ou en tout cas ceux qui avaient des symptômes. Donc, ça, c'était ce qui devrait se faire comme dans le passé avec l'influenza et toutes les autres épidémies qu'on avait de ce genre-là. Normalement, on est supposé tester des gens qui s'en vont à l'hôpital parce qu'ils ont des symptômes, mais c'est plus ça qu'on fait. Alors, la France, ben, vous avez exactement la même stratégie, puis je vous dirais que ça, là-dessus, c'est à peu près... Probablement, la seule chose que j'aurais reproché au professeur Didier Raoult, en fait, c'est que l'espèce de politique de test, ça relève un petit peu de lui. C'est lui qui avait parlé que c'était important de tester pour trouver les cas. Puis à un moment donné, ça a été adopté quasiment par tout le monde. Écoutez, je peux pas vraiment dire si c'est lui qui est à l'origine de ça, mais il y avait ce discours-là pareil avant la campagne de tests massifs. Donc, je pense qu'il en est un petit peu responsable. Là. Puis là, ben, malheureusement, cette stratégie-là, elle servirait contre nous. Là, à cette heure, ben, c'est ça. Ils testent n'importe qui. Puis là, ben, on trouve plein de cas. Puis là, ben, ils utilisent ce nombre de cas-là pour essayer d'imaginer là, que là, la situation va être catastrophique. Puis là, que tous ces gens-là vont tomber malades. Puis qu'ils vont tous se retrouver en hospitalisation, en réanimation. Là, ce que nous, on appelle au Québec des soins intensifs. T'sais. Globalement faible. On est souvent 10 millions de personnes, il y a 2700 personnes qui sont en réanimation et on s'apprête à peut-être fermer le pays. Je le résume comme ça, bien sûr, et c'est un peu caricatural. Bon. Alors, pour les cousins français, ben écoutez, gardez-vous, vous le savez, votre situation. Là, oui, il y a des rumeurs comme quoi qui parlent de reconfinement, mais nous, c'est un petit peu pareil au Québec. Là. Donc, juste pour faire un petit comparatif, c'est ça, c'est que nous, depuis le 1er octobre, on est en confinement partiel, si on peut dire, c'est-à-dire que
on a le droit de travailler, OK? Par contre, les restaurants, les bars, les salles de gym sont fermées. Ensuite de ça, on n'a pas le droit d'avoir aucune visite chez nous. OK? Donc, oubliez ça, les rassemblements, les soupers ou ce genre de choses-là. Sauf pour les personnes seules, elles ont le droit d'avoir la visite d'une personne. C'est tout. OK? Ensuite de ça, vous avez les enfants à l'école, donc pour les gens qui sont au primaire, donc à partir du 4e année et 5e année du primaire, donc là, nous, les enfants doivent porter le masque, OK? Ensuite, vous avez au secondaire, les enfants du secondaire doivent porter le masque, OK? Sauf en classe, sauf que là, bon, voyez-vous, c'est super compliqué. Ensuite de ça, vous avez les secondaires 3, 4, 5, que les enfants, une journée sur 2, OK, ils doivent, ils vont à l'école. Puis l'autre journée, ben, ils sont à la maison à faire du télé-études en tant que tel. Ensuite de ça, donc, toutes les activités sportives pour les enfants sont annulées. Pour les enfants, admettons, qui ont des plans spéciaux sport-études, là. Fait que voyez-vous, c'est là-dedans qu'on est. Fait qu'on est dans un confinement partiel, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, ça a duré pendant 28 jours. Donc, on s'est rendu compte, puis ça, je vous le dis, là, OK? Parce que vous, là, les mesures que vous voulez prendre en France sont exactement qu'est-ce qu'on a vécu pas mal, je vous dirais, au mois d'octobre au complet. Et ça n'a eu absolument aucune incidence sur rien du tout, OK? Le 1er octobre, on avait à peu près 1000 cas, puis là, voyez-vous, en date d'aujourd'hui, on a quasiment 1000 cas aussi, là. Fait que, voyez-vous, les mesures ont absolument servi à rien. Fait que là, vous, ce qu'ils veulent faire, je le sais, c'est de rigidifier votre couvre-feu puis de le diminuer probablement à 7 heures, voire peut-être 6 heures ou peut-être même 5 heures. C'est encore là, c'est du confinement partiel pour ainsi dire, là. Puis je vous le confirme que ça va avoir absolument, mais aucun impact sur l'évolution de la pandémie, 0, 0, 0. Fait que c'est pour ça que quand j'écoute ça, puis que je regarde qu'est-ce que nous, on a vécu, puis je vois qu'est-ce qui se passe chez vous, vous êtes en train vraiment, malheureusement, de pas du tout prendre la bonne voie. Déjà dit, parce que la semaine dernière, je n'étais pas là, mais on a vu défiler sur ce plateau un certain nombre de médecins qu'on a appelés rassuristes. Mais ce sont des farceurs, ces gens-là. Franchement. Moi, Laurent Geoffrin, là, je suis pas capable. Écoutez, je trouve ça drôle parce que justement, Pascal Praud, écoutez, pour les gens qui le suivent, ils savent très bien c'est quoi le genre d'opinion qu'il a quand même, mais je trouve ça quand même drôle parce qu'il s'obstine pareil à inviter cette espèce de gars-là que je considère totalement comme un clown, là. Chaque fois qu'il parle, là, je suis tout le temps... Non, sérieusement, il me fait capoter. Là, il se permet de parler contre des personnes qui sont les références que je vous ai données tantôt, des grands chercheurs de ça. Mais Laurent Geoffrin, toi, t'es qui, toi, dans le fond, pour commencer à... Mais juste parce que là, la situation lui donne comme une espèce de raison en tant que telle, ben là, voyez-vous, là, comment est-ce qu'il dénigre là, des scientifiques juste parce qu'ils sont pas d'accord avec lui? Les farceurs. Les farceurs tragiques. Ils nous ont expliqué qu'il y avait... Puis Éric Nolot qui vient de s'en mêler, tu sais. Une deuxième vague ou qu'elle était petite, que les chiffres... Ah, si, j'étais là. Il y avait un monsieur Blachier qui était là, qui nous a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi on s'inquiétait. Et pourquoi on devait tout d'un coup prendre des mesures contre une épidémie qui n'existe pas. C'est vrai, il a dit ça comme ça. Oui, si. Pas exactement. Ah, pas exactement, mais enfin... Une chance que Pascal Praud il est là pour le remettre à sa place parce que autrement... mais c'est ça, je me demande quasiment s'il fait pas exprès de l'inviter pour rire de lui. C'est la même affaire quand c'est... En gros, c'était ça le message. Et il avait une démonstration chiffrée impeccable. Hein. C'était, moi qui suis optimiste, je me dis, bon, peut-être qu'il a... Ben oui, il est optimiste, wow! Et puis, 10 jours après, on s'aperçoit que le nombre de cas a explosé, qu'il faut prendre des mesures en panique. Enfin... Ben oui, mais c'est la même chose chez nous. Le nombre de cas a explosé, puis qu'est-ce que ça fait? Tu sais, voyez-vous, quand on a commencé notre espèce de confinement au 1er octobre, on avait à peu près 200-250 hospitalisations, OK? Puis là, voyez-vous, en date d'aujourd'hui, on est à 500. Par contre, la courbe de cas, elle a augmenté beaucoup, là. Fait que, voyez-vous, la courbe d'hospitalisation n'a pas du tout suivi. Il se passe exactement la même chose chez vous.
Ce sont des gens dangereux, ces gens-là. Mais le nombre de cas, personne n'en a parlé. Hein. Le nombre de cas, il explose forcément. On teste beaucoup plus massivement et en plus, voilà. les gens Si vous considérez qu'il n'y a pas de deuxième envoyés par les vague, docteurs. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est simplement le nombre de cas. C'est pas ça qui doit nous inquiéter. C'est pas le nombre de cas. tel chiffre, je dis globalement. Moi, écoutez, en France, je vous trouve vraiment chanceux d'avoir des femmes comme elle, Charlotte Dornelas, parce que, écoutez, pour les gens de la droite, ben, on est content d'avoir ce genre de femme-là qui, bon, oui, est très jolie, très intelligente, puis de savoir que ça existe encore des femmes de la droite qui ont une tête sur ses épaules, là. Moi, je suis toujours content de l'entendre parler, Charlotte. C'est toujours plaisant. Il y a une deuxième vague, on nous a expliqué qu'il n'y en avait pas. Le taux de positivité, je vois pas ce qu'il a d'inquiétant. Enfin, il y a voilà. plein de gens qui ont le Covid pour qui ça se passe bien aussi. Début septembre, là on est à plus de 17%. Mais forcément, on teste beaucoup plus massivement et en plus, on est envoyé par nos médecins. C'est le pourcentage qui compte. C'est le pourcentage qui Oui. compte. Dans le nombre de cas. C'est-à-dire que sur 100 personnes testées début septembre, on en avait 4,5 qui étaient testés positifs, et là on est à plus de 17. Oui, mais ce qui nous Ça veut dire intéresse, que ça c'est pas a tellement le nombre de gens qui ont cette maladie. Mais attendez, on ratiocine. Oui. Il y a une deuxième vague ou pas? Oui. Bah, évidemment. C'est évident. Bon, on discute, je comprends pas. Mais on discute. Mais On peut c'est discuter ça, sur tel ou tel aspect de détail. c'est pas, moi, C'est pas ça dont on comment dire, Mais c'est oui, pas ça attendez, dont il y on avait- non, discute. là, C'est que tout ce que vous faites, Vous noyez en de fait- façon là. Non, Parce que je n'aurai pas ils ont façon. dit il n'y a pas de deuxième vague, il y en a une. Ils se sont trompés massivement. Oui, oui. C'est d'accord. Oui. Non seulement ils se sont trompés, mais je vais Il est reciter. tellement de mauvaise foi, Laurent Geoffrin. J'ai l'impression qu'il fait exprès. Je pense que j'ai l'impression qu'il fait exprès de juste choquer en disant des affaires qui sont tout le temps imbéciles. C'est ça, moi, que j'en reviens pas, Laurent Geoffrin, là, il me tombe vraiment sur les nerfs, là. Ce que disait par exemple Didier Raoult, le 25 février, il dit c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter. Voilà. Bon, le 17 mai, il dit cet épisode est en train de se résoudre, il n'y a nulle part de deuxième vague, c'est la courbe banale. Bon, voilà ce qu'il dit. Vous allez dans mon sens. Bon, oui, bien sûr, donc Bon, puis ça m'énerve beaucoup parce que là, malheureusement, c'est pris hors contexte, OK? Avant de faire la vidéo, j'ai vu la vidéo que Dr Raoult a passée aujourd'hui, justement, là, de l'IHU de Marseille. Puis il dit, garde, il dit, moi, là, tout ce que j'ai fait, ça a été de dire qu'est-ce qui se passait au moment où ce que je parlais. Il dit, j'ai jamais fait aucune prédiction, moi. Jamais, jamais, jamais. Fait que, encore là, tous mes propos ont été pris hors contexte, blablabla. Bla, 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 bla. Puis là, après ça, vous avez des Éric Nolot qui capotent, puis vous avez l'autre Laurent Geoffrin, le fou. Ben, c'est ça. Si j'avais un dîner de con à faire, probablement que j'inviterais lui, là. Ça serait vraiment drôle, là. Mais c'est ça. Fait que Didier Raoult, ben là, il a été pris hors contexte. Puis là, ben, Pascal Praud, en tout cas. Là, tu sais, il veut pas mal faire, mais là, malheureusement, les autres se servent de ça. C'était vrai au printemps, hein. Il n'y avait aucune deuxième vague au printemps. Mais- hein. oui, mais sauf, chers camarades, c'est qu'en fait, l'épidémie s'est arrêtée avec les beaux jours et elle reprend quand l'automne arrive. Voilà. Ça s'appelle la saisonnalité. On a vécu la même chose au Québec, pareil. Cet été, il s'est rien passé du tout. Puis là, voyez-vous, ça a recommencé après. Par contre, il faut dire qu'on faisait énormément de tests. C'est pas de ratiociner, mais de rationaliser. Oui. Raoult nous a dit, sans entrer dans les détails, il n'y aurait pas de deuxième vague. C'est pas vrai. Oui, il a dit, il faut Oui, quand même. C'est pas vrai. C'est pas ce que Raoult a dit. Ce que Raoult a dit, c'est que dans des coronavirus comme les autres qu'on avait eu dans le passé, il n'y a jamais eu de deuxième vague. Il a dit ça comme ça. Il n'a pas dit que ce virus-là, il n'y aurait pas de deuxième vague. Mais il a dit que les autres avant, ben, il n'y en avait pas eu de deuxième vague. Bon. Mais encore là, on n'avait jamais testé autant non plus. Fait que peut-être que si on avait testé autant, peut-être qu'il y aurait eu des deuxièmes vagues aussi pour les autres affaires. On n'en a aucune idée. Mais là, regardez, on ne peut pas comparer la situation. Mais Raoult n'a jamais dit qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. Par contre, moi, je peux vous dire que moi, j'ai dit qu'il n'y aurait pas une deuxième vague. Par contre, moi, je ne considère pas que ce qui se passe présentement, c'est une deuxième vague. Mais ça, encore là, c'est une façon d'interpréter les affaires. On a beaucoup entendu, bien sûr. Là, moi, je constate qu'on entend beaucoup moins maintenant. Après, la deuxième chose, si je... Ben oui, c'est sûr, il est tanné. On l'entend moins, Dr Raoult, parce qu'il est tanné. Donc là, actuellement, oui, il continue quand même à passer ses vidéos là, sur YouTube. Fait que vous avez juste à taper IHU Marseille, si je ne me trompe pas. Puis vous allez trouver ses vidéos qui passent à tous les jours. Par contre, ça ne lui tente plus de passer dans les médias normaux parce qu'il se fait tout le temps rire de lui. Puis de toute façon, la plupart des médias, c'est des médias parisiens qui essayent de lui poser des questions pour le faire passer pour un fou. Puis Didier Raoult l'a dit, les médias, ils les aiment pas bien. Fait que oui, effectivement, Nolo, Raoult, on le voit moins à cause de ça. Mais tu sais, Nolo, c'est un homme qui est super intelligent, mais je peux pas croire qu'il a pas compris ça, là. Me semble que c'est juste la base, là.
constate que le couvre-feu à 21h n'a servi à rien. Et voilà, parce que les c'est gens, vrai. au lieu de boire de 21h à minuit, ils ont bu de 18h Ben à oui, 21h sur ben les oui. terrasses, puisque boire des bières en terrasse est devenu un projet de vie. Puis nous, on a eu le même problème aussi, là, avant qu'ils décident de fermer les restaurants puis les bars. Dans les derniers temps, les bars, bon, ils nous avaient dit que ça fermait à 11h, si je me souviens bien. Ben écoutez, moi, j'ai juste sorti plus tôt, puis... tu sais, il y avait du monde dans le bar pareil, puis à 11h, ben écoute, on s'en allait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a juste changé nos habitudes, fait que vous avez fait la même affaire, puis c'est ça aussi, c'est normal, là. Et même un projet de civilisation maintenant. Donc, en effet, on a adopté des demi-mesures qui n'ont plus aucun effet dans cette deuxième vague qui est quand même massive. Parce que Non, elle n'est pas massive, c'est juste des cas. C'est la même chose. Puis oui, vous avez un peu de mort, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comme Didier Raoult, il disait tantôt, il dit, regarde, les personnes qui meurent, c'est toutes des personnes âgées en fin de vie, blablabla, qui ont des comorbidités. C'est exactement la même chose au Québec. Fait que il n'y a rien qui change, là, à un moment donné. Les personnes âgées, ils vont mourir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais comme Didier Raoult dit, ben, c'est qu'ils meurent peut-être juste une couple de mois plus vite, c'est tout. C'est le pourcentage de gens infectés. C'est pas le nombre de cas, parce qu'on teste Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est c'est ça. Prendre une mesure qui marche. Mais laquelle? Moi, c'est je ça. pense que déjà le couvre-feu à 19h ou 18h, pour empêcher les lieux de concentration excessive dans les bars, me semble une très bonne idée. Tu sais, ils viennent dire que le couvre-feu à 21h sert à rien, mais là, ils viennent dire que là, un couvre-feu à 19h, ça fonctionnerait. Piou! Hey, hein, c'est... Avec Donc, qu'est-ce que c'est ça? Bon, excusez l'interruption, j'avais le facteur qui venait de me porter un colis. Alors, continuons. vivre comme ça. Mais non, mais c'est pas arrêtons de vivre, c'est qu'à un moment ou un C'est un autre, rapport faut au regarder la monde. réalité. Vous Oui, êtes oui. dans un bateau, il y a une tempête. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien à faire. C'est inaudible ce que je dis là. Mais bien sûr. Enfin, pas l'émission. Non, mais parce que- Mais c'est Restons chez nous. si, parce que c'est inaudible ce que je dis là. La preuve, c'est que le monde entier a des solutions, des stratégies différentes. Rien ne marche, et non seulement rien ne marche, mais tout est au fond au même nombre de morts. Là, vous etc. avez un Oui, mais exemple de Wuhan en Chine, voilà, d'où est Ah partie ben, l'épidémie. alors là, mais vous savez pourquoi? C'est qu'elle s'appelle une dictature. Voilà. Parce que si vous mettez les gens, Alors, je dis pas que rien effectivement. marche. Ah bah oui, mais je suis d'accord avec vous. Alors la dictature marche, vous avez raison. Ah, Vous avez raison, une dictature militaire. Je vous dis Vous avez simplement, parfaitement raison. je vous dis simplement, Aïe, aïe, non, mais c'est vrai pareil, là, à un moment donné. Tu sais, quand tu dis de quoi de ridicule, ben, regarde, tu te fais répondre de quoi de ridicule, puis c'est ça que ça donne, puis ça nous fait rire parce qu'à un moment donné, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Mais ça fait du bien de rire un petit peu quand même, surtout dans la situation actuelle, hein. L'écart, mais qui Non, est non, non, très. non, je ne demande pas la dictature, vous le savez très bien. Je constate simplement que les Dictature, mesures tous les 3 mois ne marchent pas. Oui, Voilà ce que je constate. Et voilà, ça marche pas. Mais c'est un fait. Fait que c'est ça, donc ça marche pas. Fait que peu importe que vous changiez l'heure du couvre-feu ou que vous étiriez le confinement partiel ou n'importe quoi, ça marche pas. Fait que c'est quoi que vous voulez de plus? Ben, comme Pascal Pro l'a dit, il n'y a rien à faire à un moment donné. C'est tout, là. Tu sais, il va-tu falloir qu'on s'en rende compte? Mais non! Tu sais, ce que nos gouvernements de la France puis du Québec font, ben, c'est justement continuer alors que ça sert à rien. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis des semaines puis des mois. Je dis rien. Il est probable. Laurent Geoffrin. Il est probable. Ah que non, sur le Laurent moyen Geoffrin. terme, je suppose, j'ai une hypothèse, que le nombre de malades, au bout du compte, sera le même. Mais ce qu'ils veulent éviter, et il faut se mettre un peu à leur place, toujours dire le gouvernement, machin, ils veulent éviter que les hôpitaux soient obligés de Eh trier. ben, il n'y a que ça sur bien lequel, sûr. eh bien, il y a que ça C'est sur ça. lequel tu pourrais travailler depuis 6 mois, puisque tu. Ouais, mais c'est trier des malades. C'est vrai qu'il y a du tri de malades, mais à un moment donné, c'est ça, les gens qui sont hospitalisés puis les gens qui sont en réanimation, c'est des gens qui sont en fin de vie, là. Fait que c'est sûr que ces gens-là monopolisent des services puis des professionnels de la santé que ça devrait pas normalement. Je veux pas être plate, là, mais effectivement, si à un moment donné, ben, tu sais, ça vient que c'est des gens qui sont en santé, qui ont besoin de soins intensifs, ben, à un moment donné, garde la personne âgée, ben, écoute, on a essayé ce qu'on a pu, puis c'est just too bad, là, c'est bien de valeur, mais à un moment donné, oui, on va avoir des choix de société à faire, ou sinon, autrement, ben, ils vont en parler plus tard, mais tu sais, il aurait pu effectivement faire des espèces d'hôpitaux temporaires avec des professionnels, là. Comme là, c'est un bout que je vais couper tantôt, mais tu sais,
ils ont interviewé justement un réanimateur qui a donné une solution, il a envoyé ça, puis regarde, il n'y a personne qui n'a rien écouté, là. Fait que, ben c'est ça, à un moment donné, on va faire quoi? Ben on va continuer à faire des couvre-feux puis des affaires de même. Ben oui, c'est ça, puis ça sert à rien, et voilà. Puis ça a bien du sens, qu'est-ce qu'il dit en fait, là, c'est pas compliqué, là. Tu sais, pensez-vous que les gens qui sont en réanimation, là, t'es tout le temps obligé d'avoir 20 personnes qui sont assises à côté puis qui regardent les machines? Puis non, pas besoin de ça, là. Tu sais, tu intubes la personne, puis après ça, tu la démarres, puis après ça, tu la monitores une fois de temps en temps, là. Fait que oui, effectivement, d'avoir un réanimateur ou un urgent, peu importe, regardez, vous avez juste à former des gens en tant que tels qui sont là pour aider, puis c'est pas trop compliqué, là. Ça, c'est ce qu'on appelle du système D, tu sais, du système débrouillardise en tant que tel. Puis l'histoire des hôtels, il y a raison aussi, là. Nous, je le sais, au Québec, on a fait ça dans la première crise, justement. Écoutez, les hôtels étaient vides, là. Il n'y a pas de touristes, fait que les hôtels servent à rien. Fait qu'il y a des hôteliers qui ont offert effectivement à garder, amener des patients chez nous, les patients qui sont malades. Fait que comme ça, ça évite aussi de contaminer les autres à l'hôpital. Puis venez les surveiller chez nous, puis c'est pas plus compliqué que ça. Mais pourquoi ça que le gros bon sens, on n'en a plus à cette heure, là, en 2020? Moi, je suis pas médecin, je peux pas donner un avis. Oui, c'est ça. Alors là, tout d'un coup, Nolo, il est pas médecin, il peut pas donner son avis. Mais pourtant, il donne son avis sur tout le reste, sur le couvre-feu, puis toutes ces affaires-là, ça fonctionne. Mais là, un médecin vient de donner une solution, puis là, il vient de dire, moi, je suis pas médecin, je peux pas me prononcer. Bon, vous avez parlé des farceurs tout à l'heure. Oui. Ben, j'ai un farceur avec vous. Alors là, lui, ça va valoir la peine qu'on l'écoute parce qu'on parle du professeur Toussaint qui est un des scientifiques que je suis et qu'il fait partie de la mentalité du garder à un moment donné. C'est ça. Ça donne rien de paniquer sans cesse. C'est Jean-François Toussaint, Yes. professeur de physiologie selon votre définition. Bonjour Monsieur Toussaint. Vous n'avez pas que des amis sur le plateau, je vous préviens. Vous êtes professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche biomédicale et épidémiologie du sport. Vous faites partie des rassuristes, ceux qui ont eu plutôt un regard positif sur l'évolution de l'épidémie. Selon vous, l'immunité collective sera bientôt atteinte en France. Aujourd'hui, vous êtes honni et effectivement de simplement... Et puis ça, là, ça me rentre pas dans la tête du tout, là. Ça fait partie des affaires que je comprends pas, là. Tu sais, vous avez entendu son cursus, qu'est-ce que c'est cet homme-là en tant que tel, là. Cet homme-là, c'est une sommité, là. C'est un érudit, c'est une référence, c'est quasiment un génie, là, pour ainsi dire, là. Imaginez-vous, là. Puis le gouvernement se fout complètement de son avis. Il préfère écouter des collapsologues plutôt que des rassuristes. Non, mais tu sais, à un moment donné, quand vous avez une situation qui va pas bien habituellement, est-ce que vous essayez de trouver des moyens, tu sais, pour voir le côté positif de la chose puis des façons de vous en sortir, ou si vous préférez toujours continuer à vous apitoyer sur votre sort, chialer, vous plaindre, des affaires de même, parce que là, c'est ça la stratégie actuellement. Donc, on va écouter le professeur Toussaint. Vous donner la parole est parfois sujet à caution. Simplement, je voulais savoir quelle analyse vous portez aujourd'hui. Est-ce que vous dites « je me suis trompé » ou est-ce que vous persistez justement dans votre analyse et vous allez pouvoir nous la donner? Et puis, félicitations à CNews. Félicitations à CNews qui donne du temps d'antenne à ces gens-là, même si les gens, en majorité, qui sont à moitié fous, là, gardez, vous, ce genre de personnes-là, vous ne l'aimez pas, là, mais c'est pas grave, au moins, ils leur donnent du temps d'antenne, puis ça, je trouve ça important. On n'a pas du tout ce genre de courage-là au Québec, puis ça, je le déplore vraiment. Oui, bonjour. Effectivement, les mots que vous employez, les qualificatifs sont tous... Le son est vraiment pas très bon, là, mais moi-même, il est pas bon. Le premier point qui est important, c'est d'abord de dire qu'il n'y a aucun souci à désigner les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire cette deuxième vague, ou cette deuxième phase, ou ce deuxième temps de l'épidémie, pour ce qui apparaît, c'est-à-dire avec une augmentation des hospitalisations, de la réanimation et du nombre de décès. Le point important et de comprendre ce qui en est la cause. Et ce qui nous différencie pour beaucoup d'entre nous est de savoir s'il s'agit d'une responsabilité collective ou bien s'il s'agit d'une évolution complète d'une phase épidémique entre un virus et nos sociétés.
Et aussi, c'est pas très compliqué. Je fais une petite parenthèse parce que, regardez, je suis pas un homme aussi intelligent que lui, ça c'est sûr et certain. Mais c'est sûr que la stratégie de test, ça l'aide à rien. Puis ça c'est du jamais vu, ça, des tests comme ça non plus, là. Et si l'on fait l'analyse de tout cela, il s'agit de points de vue totalement différents sur lesquels on peut comprendre que les mesures à prendre ne sont pas du tout les mêmes. Je m'explique. Nous venons de publier hier une étude qui a repris sur les 188 pays du monde qui ont eu au moins un cas de Covid et au moins 10 décès sur leur territoire, l'ensemble des déterminants qui ont contribué à expliquer la mortalité sur les 8 premiers mois de cette épidémie. Et ce que l'on constate actuellement en regardant tous les grands facteurs, qu'il s'agisse de l'espérance de vie, qu'il s'agisse des facteurs sanitaires, des facteurs économiques, des facteurs politiques ou des facteurs environnementaux, c'est que le plus important, c'est-à-dire la cible principale du virus, ce qui va expliquer la mortalité à la fin de la première et de la seconde phase, pour ceux qui en ont connu deux, eh bien c'est essentiellement la régression de l'espérance de vie, la stagnation de celle-ci, les critères métaboliques, c'est-à-dire la sédentarité et l'obésité, les maladies cardiovasculaires, l'environnement, c'est-à-dire la température, et c'est ce que nous notions dès l'été, c'est ce que nous avions dit par rapport au présent employé à ce moment-là. Je disais au mois d'août, dans un certain nombre d'entretiens, et notamment avec un article du Point, il n'y a pas de deuxième vague au présent. Je n'ai jamais dit il n'y aura pas de deuxième vague. Au contraire, j'attirais l'attention sur ce qui était en train de se passer dans les pays d'hémisphère sud, et c'est ce que nous avons vu avec un très long dôme, une très longue phase épidémique qui a duré pendant tout l'hiver austral là-bas, et en voyant qu'à partir... Mais ça, écoutez, c'est un petit peu inévitable, là. Je veux dire, nous, on a eu notre crise à la fin de l'hiver, au début du printemps, OK? Puis, donc, pendant ce temps-là, c'est sûr que lui, ce qu'il dit, c'est comme l'Australie, admettons, la Nouvelle-Zélande, même le Brésil, ben eux sont en hémisphère sud. Fait que pendant que nous, on était en hiver, en fin d'hiver, ben eux, ils étaient en été, là. Puis on l'a vu ici, justement, puis en France, pareil, c'est que pendant l'été, la maladie est pas du tout grave. Fait que pendant que nous... c'était grave, ben pour eux, chez eux, c'était pas grave. Par contre, ben tu sais, leur épidémie, ben eux, ils l'ont eu pendant que nous, c'était l'été, chez eux, c'était l'hiver. Donc, c'est là pour eux que ça a été le pire. Par contre, là, on est en train de revirer de bord, là. Fait que probablement que l'Australie, le Brésil, tout ça, ben là, tout d'un coup, ça va redevenir vraiment pas du tout grave. Parce qu'effectivement, le virus, ben il est comme n'importe qui. Moi, personnellement, je déteste l'hiver, puis l'hiver, je sors pas dehors. Ben le virus, il semblerait que quand il arrive en été, lui, c'est le contraire, ben il aime pas ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est juste une question d'écosystème, là. Il y a plein de facteurs qui rentrent là-dedans pour que le virus est plus ou moins dangereux, là, tu sais. de là. Mais là, nous, ce qui explique beaucoup le fait pourquoi ça leur pris quand même cet automne, c'est que pendant l'été, avec nos gestes barrières, puis toutes les mesures contraignantes, puis des affaires comme ça, on a évité à ce qu'il y ait de l'immunité collective qui aurait normalement quasiment éradiqué le virus, là, OK? Fait qu'on l'a étiré, puis il est resté parmi nous cet été, il était très très faible, il était en dormance, puis là, ben voyez-vous, là, cet automne, il vient de se réveiller. Fait que c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute des médecins, les catastrophistes de tantôt. Puis là, il y en a un que j'ai coupé tantôt, qui a interviewé, tu sais, qui est en quelque part, là, puis qui est tout seul, puis tu sais, il a son masque en pleine face. Mais voyons, ça sert à quoi, ça, un masque en pleine face, quand t'es tout seul, là? Ces données sur les pays européens allaient se produire très probablement en symétrie et de la même façon. Donc cette question qui était de démontrer qu'il n'y avait pas de facteurs prédictifs dans les algorithmes et dans les prédictions qui étaient faites par d'autres équipes montre principalement que ce sont ces effets liés à la nature des sociétés très développées avec ces facteurs de risque cardiovasculaire et avec le facteur de risque l'âge qui explique la mortalité. Et malheureusement, dans cette étude, il n'y a pas de relation entre l'intensité du confinement, qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas, qu'il soit militaire ou qu'il soit lié à un simple couvre-feu. Il n'y a pas de relation entre le confinement et la mortalité. Et voilà, fait que c'est ça qu'il vient de dire. Donc, en tant que tel, là, tu sais, la raison pour laquelle que nous, c'est grave chez nous, c'est, comme il vient de dire, c'est à cause de notre mode de vie.
Donc, on a un mode de vie sédentaire, puis on a plein de problèmes en tant que société occidentale, de problèmes de maladies cardiovasculaires, de pulmonaires, de diabète, de nanana. Ça, c'est ce qu'on appelle les comorbidités. Puis en plus, ben, on a une société qui est vieillissante aussi. Fait que tous ces facteurs-là, mélanger ça avec les affaires de virus, blablabla, ben le virus, il est juste là, malheureusement, puis excusez-moi le terme raide, mais il est là pour faire du ménage de ces personnes âgées-là, qu'on a étiré parce que la médecine de maintenant est plus performante puis que ça permet d'avoir encore de la vie, mais en même temps, vous n'avez pas la santé non plus. Fait que quand vous avez après ça, ben c'est ça. Fait que vous avez tous les ingrédients pour que ça arrive, là. C'est bien plate, mais c'est comme ça. Je ne vous ai pas coupé parce que ça demande effectivement une explication en longueur. C'est une explication radicalement différente de celle qu'on entend. Je ne sais pas. Est-ce que pour vous, est-ce que Monsieur Toussaint est un farceur pour vous? Oui, parce qu'il nous a expliqué pendant le jeu. Ah, il mange la marde, Laurent Geoffrin, là. T'sais, on s'entend-tu que si j'avais à discuter du virus, là, mettons, on parle juste du virus, là, j'aimerais pas mal mieux parler avec lui qu'avec Laurent Geoffrin, qui a jamais rien de pertinent à dire, honnêtement, là. Puis je vous dirais même, probablement, que si j'avais à aller prendre une bouffe à quelque part, là, ben j'aimerais pas mal mieux y aller avec le professeur Toussaint, qui est pour moi vraiment un être intelligent, alors que l'autre, Laurent Geoffrin, là, non, non, ses capacités intellectuelles, en tout cas, moi, ils viennent pas me chercher du tout, là. Je ne sais pas combien de temps qu'il a lieu de s'inquiéter. Écoutez-les dire n'importe quoi. Je n'ai pas dit ça, non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous n'avez pas dit ça, mais enfin, vous avez dit par exactement les mots. Il est vraiment énervant. De ce qu'il a dit. Il y a 15 Et jours. comme ça, on pourrait savoir. Il y a 15 jours, vous êtes 100%. D'aller chercher des extraits de ce qu'il a dit. Il se trouve drôle, lui. Là. Il se pense brillant en disant ça. Là. Un plateau télévisé a assuré qu'il n'y avait pas encore de deuxième vague. Moi, je vous ai entendu, Monsieur Toussaint. C'était avec Martin Blachier. Et quand les gens, il me semble bien que quand les gens disaient, quand il y avait des médecins qui disaient attention, on risque une deuxième vague. C'était Delfrécy qui disait ça. Delfrécy a dit il y aura une deuxième vague fin octobre, début novembre. Enfin, il disait non, c'est pas du tout. Par ailleurs, Éric Nolot. Par ailleurs, vous ne répondez pas à la question principale, parce que là, vous nous parlez de la mortalité. Nous, on parle des admissions en réanimation, c'est-à-dire la saturation, pas forcément les gens qui meurent, mais de la saturation des services de réanimation. C'est ça. Oui, mais c'est qui est en réanimation? Docteur Parola l'a dit. Dans d'autres vidéos, il y a de ça une couple de semaines. C'est toutes des personnes âgées en fin de vie. Que, là, de ça 10 ans, ces personnes-là, ils étaient même pas... on pouvait même pas les rentrer en réanimation. On pouvait rien faire pour eux de toute façon. Fait que c'est ça, actuellement, ben, les places en réanimation sont monopolisées par des personnes âgées en fin de vie qui devraient normalement pas être là, honnêtement. Qui est en jeu. Eh bien, c'est à nouveau un problème très important pour savoir comment il faut décider les choses. Et c'est en fonction des résultats attendus qu'on va le voir. Si vous pensez qu'en fermant les restaurants et en fermant les salles de sport, vous allez contribuer à limiter les entrées en réanimation, la preuve est faite que ce n'était pas la solution à prendre. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre les moyens là où sont les besoins. Et ce qu'il faut donc, c'est organiser une prise en charge des personnes qui en ont besoin. Et s'il le faut éventuellement, avoir un hôpital très large, un hôpital de campagne. Les Anglais l'ont fait, les Madrilènes l'ont fait, et avoir à partir de ce moment-là un accueil, porte de Versailles, au Palais des Expositions à Villepinte, dans des endroits qui permettent d'avoir des grandes circulations et des grandes continuités du suivi pour les personnes qui seront à ce moment-là prises en charge sur des structures qui seront dédiées à cela. Alors, analyse. Puis voyez-vous, tu sais, comme au Québec, puis je pense que c'est probablement la même chose chez vous en France, mais nous, on a des cliniques de tests, là, que c'est drôle, hein, ça, ils n'ont pas une misère à organiser ça. Il y en a partout, là. Mais pourquoi ils sont pas capables de faire des petits hôpitaux de campagne, là, ou justement utiliser les hôtels qui, actuellement, ne travaillent pas? Parce qu'il n'y a pas de touristes. Fait qu'à utiliser les hôtels puis envoyer ces gens malades-là là-dedans, hein? Comme l'autre médecin l'a dit tantôt. Mais non! C'est bien plus important de focusser sur des tests puis de trouver des cas. Puis, tu sais, des cas, ça invente pas des malades, ça, là. Radicalement différente, puisque vous... J'essaie de synthétiser. Professeur Toussaint ne doute jamais. Non, mais... Ben, toi non plus, Laurent Geoffrin, tu doutes jamais. Puis c'est ça qui m'énerve avec toi, c'est que t'es tellement pas bien dans ta tête, là. Puis tu doutes jamais, toi non plus, là. Mais là, c'est ça. Aussitôt que t'entends quelque chose qui fait pas ton affaire, parce que Toussaint, depuis le début, lui, il l'aime pas pantoute, là.
Fait que c'est ça, il l'a jamais cru, puis lui, ben ça a tout le temps été un catastrophiste. Puis garde, si t'as si peur que ça, Laurent Geoffrin, pourquoi tu portes pas un masque là, dans le studio? Tu devrais peut-être, hein? C'est vraiment épeurant, là, pourtant. Constate, il ne doute jamais, il se trompe jamais. Ben non. Attendez. Mais il se trompe jamais, c'est sûr. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est une analyse radicalement différente de celle qu'on a entendue tout à l'heure, puisque vous voulez augmenter... Quelle crédibilité il peut avoir après de s'être trompé Oh, mais c'est quoi ta crédibilité à toi, Laurent Geoffrin, honnêtement? T'en as pas, personne t'aime. Puis d'ailleurs, pour les gens qui l'écoutent, l'heure des pros, là, on s'entend que c'est beaucoup des gens de droite, puis tout ça, puis chaque fois que j'écoute des émissions de lui, puis qu'après ça, je vais voir le fil des commentaires en dessous de l'émission, tout le monde capote sur son cas à lui, là, puis... tu sais, pourquoi tu continues à aller là, dans le fond, tu sais, OK, en même temps, ça enrichit le débat, mais, tu sais, t'as aucun admirateur, là, personne, là. Bon, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous êtes quelques-uns et pourquoi la communauté scientifique et politique ne vous suit pas. Ça pourrait vous interroger. Ah oui, mais ça interroge tout le monde, ça. Ça interroge tout le monde. Pourquoi est-ce que la communauté scientifique s'obstine là-dedans, puis surtout que le gouvernement s'obstine à écouter la communauté scientifique collapsologue au lieu des rassuristes? Moi, j'essaye de donner la parole à tout le monde. Vous êtes crédible, à mes yeux, puisque vous êtes professeur de physiologie, je le rappelle, à l'université Paris-Descartes. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Donc, vous êtes une parole crédible. Et c'est pour ça que vous avez la parole. Mais je vous pose la question, pourquoi personne ne vous suit? Ou la majorité ne vous suit? C'est la question fondamentale. La question que vous posez est celle non seulement de la crédibilité, mais surtout celle de la réalité des analyses. Il n'est pas question, et là non plus, je réfute cette idée que je ne doute pas. Évidemment qu'on doute à chaque fois sur les questions, évidemment que nous nous sommes tous trompés, y compris sur la hauteur des vagues, sur les éléments qui allaient en donner les succès. Ce qu'on en voit sur ces phases successives, c'est qu'il y a des facteurs explicatifs et il y a des facteurs que l'on croyait prédictifs. C'est sur ces facteurs-là que finalement s'est faite la décision initiale et c'est sur ces facteurs-là que vont se faire les nouvelles décisions. Est-ce que l'on va reconfiner? La réponse est oui, c'est écrit dans les plateaux, c'est écrit dans les dossiers et ce reconfinement ne sera pas suivi d'effet parce que le précédent sur la vague précédente n'a pas montré de contribution. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans une méthode... Attendez, le précédent confinement, selon vous, n'a servi à rien, c'est ce que vous dites? Parce que mathématiquement, moi j'ai vu qu'il avait fait baisser le nombre de décès et le nombre d'incidences. Non. C'est parce qu'on était rendu à un stade de l'épidémie que le virus, il disparaissait tout seul. Fait que le confinement, il n'a rien donné. Puis, regardez, en France, c'est la même affaire que nous. Vous êtes en retard sur tout. On est en retard sur le virus d'à peu près 3, 4, 5 pas, là, tout le temps. Fait que le confinement, il n'a rien donné. Puis je vous l'ai dit tantôt, le confinement qu'on a eu du 1er octobre jusqu'au 28 octobre, il a servi à rien. Fait que ce que vous êtes en train de faire en France, là, ben ça va rien donner non plus. Pourquoi vous dites que ça a servi à rien? Parce que... Ce que les papiers ont montré, y compris dans Science et dans Nature, dans les plus grands journaux, était la reprise des algorithmes prédictifs du début de la phase de février qui ont été ensuite réutilisés a posteriori. Or, si on l'analyse, on voit que le temps de doublement et le taux de croissance de la maladie est déjà en train de diminuer avant les confinements dans les grands pays européens. Et donc, si on poursuit et que l'on mesure a posteriori, non pas sur des algorithmes, mais sur la réalité, ce que nous avons fait et que nous avons publié hier, on montre que l'intensité du confinement n'a pas de rapport avec la mortalité. Tout ça, mais et voilà. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, bien évidemment. Et pourquoi, à ce moment-là, pourquoi cette analyse que vous donnez n'est pas privilégiée? Olivier Véran, c'est quelqu'un qui écoute. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui écoute, forcément. Tous les plus grands spécialistes sont autour d'eux. Et personne au monde... Ben non, Emmanuel Macron, il était ben trop occupé à... Ben là, c'est avant, là, mais il était ben trop occupé à aller faire son show au Liban. Puis finalement... le monde au Liban, ils ont tous dit « Ah! » Ils ont ri de lui, mais Emmanuel Macron, là, moi, c'est quelque chose que je comprends pas trop de la présidence française, mais ça sert pas à grand-chose, un président français, honnêtement, à part aller faire des voyages, là, puis
essayer de faire des petits discours à la nation qu'en bout de ligne, on s'est rendu compte que ces ministres, ils ont tout fait le contraire de ce qu'ils ont dit. Ils faisaient des discours avec des gros mots, la séparation, puis des affaires de même, puis après ça, on enlève les mots, tout ça. Le président français, là, c'est pas mal une tête de turc, là. Ça sert pas à grand-chose, honnêtement, là, avec tout le respect que j'ai pour la République française, là. Ne fait ce que vous faites, c'est que tout le monde reconfine. Tout le monde en fait aujourd'hui globalement à la même stratégie. Ben ouais, ça sert tout à rien. Tout le monde, Pays de Galles, Irlande, Nouvelle-Zélande, etc. Ben ouais. Non, absolument pas. Vous avez plusieurs pays qui n'ont pas cessé de ne pas confiner, qu'ils soient en Asie comme la Corée du Sud, avec des confinements très locaux, mais surtout une technique d'isolement, de traçage qui était sur le diagnostic au début de l'épidémie, là où c'était encore contrôlable. Maintenant, ça ne l'est plus en France. Et l'autre pays qui est l'exemple, le contre-exemple absolu des estimations et des simulations qui avaient été faites initialement, c'est la Suède, qui n'a toujours pas de réascension actuelle, contrairement à tous les autres pays européens. Et ça, c'est un point majeur, puisqu'on leur avait prédit initialement 70 000 décès. La question de l'immunisation collective qui est en train de se faire en Suède et à laquelle finalement contribuent les stratégies actuelles en France, parce qu'on court derrière, mais ce que l'on voit avec la campagne de tests, 100 000 tests positifs chaque jour, ça veut dire qu'on a 3 millions de personnes qui sont immunisées à la fin de chaque mois. Ça change considérablement le taux de propagation du virus et l'interaction qu'il va avoir avec la population française. Tu sais, là, quand on écoute des gars comme ça, là, et voilà. On peut rien dire d'autre. Mais vous avez lui, là, le clown qui est là, puis là, vous avez Nolo avec son ego immense, puis tout ça, qui fait juste à sa tête, puis qui pense qu'il a raison sur tout en tant que tel, puis qui dénigre tous les gens qui pensent l'envers de lui, là. Mais voilà. Certains médecins, parce que la communauté scientifique se divise sur tous les sujets, c'est quand même ça la leçon du Covid, hein, c'est la perte de crédibilité dans la parole médicale. Ça c'est vrai, c'est totalement vrai. L'immunité n'est absolument pas garantie quand vous avez contracté une fois le virus. Donc votre raisonnement déjà, il n'est pas suivi par certains de vos confrères. Et j'ajoute qu'en Suède, ça augmente quand même, hein, ça réaugmente. C'est faux. Le nombre de décès n'augmente pas en Suède et ils sont à 500 contaminations par jour depuis le mois d'août. Donc il va peut-être y avoir une réascension avec l'hiver. Ça, ce serait important, mais ce n'est pas le cas. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quantité, au contraire, de scientifiques dans le monde, et ceux qui ont signé en particulier la déclaration de Great Barrington, qui montrent qu'on voit bien que le confinement est une solution catastrophique sur le plan économique et social, et que cela vont coûter des morts considérables l'année prochaine, et que l'inverse, celui de la positivité et l'effet positif, n'est pas garanti par J'entends bien. L'immunité collective, vous n'avez pas répondu à la question d'Éric Nolot. L'immunité collective, si on l'a chopé une fois, on peut le rechoper une deuxième fois. C'est exceptionnel dans les publications, il y a moins de 20... Oui, c'est exceptionnel, effectivement. Puis oui, il y a des gens qui ont eu la COVID lors du premier épisode au printemps, OK? Qui l'ont rattrapé effectivement cet automne. Pourquoi? Parce que le virus, il a muté. C'est même plus le même virus, là. Il a complètement changé. Puis peut-être que ces personnes-là, à la base non plus, n'ont pas un très très bon système immunitaire, là. Mais regardez, mélangez tout ça, puis vous avez la réponse à votre question. Mais comme il a dit, c'est quand même exceptionnel. Cas qui ont été publiés dans le monde. Pour ça, 30 millions de personnes contaminées, ça fait quand même une probabilité faible. Bon, merci Monsieur Toussaint. L'idée, c'est quand même de donner la parole à des gens qui, effectivement, sont crédibles, forcément. Moi, j'ai passé mon temps à dire que je n'ai pas d'avis sur cette maladie. C'est pas vrai. On le sait. On l'écoute, puis on a juste à entendre ses questions, puis après ça, les questions qu'il pose aux personnes qui posent des affaires, puis il dit de toute façon, regardez, Pascal Praud, c'est pas un journaliste objectif, là. Il est tout le temps subjectif, puis tout ça, mais moi, j'aime ça de lui, là. Ben, premièrement, j'aime ses opinions, là. La plupart, quand même, là, mais, tu sais, je le trouve le fun, parce que, regardez, ben, c'est ça, il y a des couilles, comme on dit, hein. J'observe que des gens disent des choses différentes, et il me semble, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte, qu'il faut ou qu'il faille les écouter. Différente mais contradictoire, donc oui, c'est ça. différent. Oui. Différent, je comprends. Contradictoire, moi ça me trouble, je suis pas le seul. Les Français sont complètement perdus parce qu'il n'y a plus d'expertise. C'est un effet c'est la réalité. Non mais comment dire si. Mais non. Dans la médecine, si. Non. Charlotte Dornelas. Charlotte. Charlotte. Jean-François. Il y a deux choses. Vous disiez que
Vous disiez tout à l'heure que les analyses différentes dans le monde scientifique devaient nous inquiéter. Au contraire, la science est remise à sa place par cette crise. C'est comme ça que fonctionne la médecine depuis la nuit des temps, par le doute permanent. Or là, le doute, parce que la maladie est nouvelle, est mis en scène par le monde médiatique lui-même, en fait, parce qu'on a accès à l'information en continu. Mais ça change tout, pardonnez-moi. Mais ce qui nous a... Non mais moi, la seule chose qui me... Je vous écoute attentivement, la seule chose qui m'étonne au minimum, c'est que ça, c'est une chose sur le domaine scientifique. Les Français, ils écoutent le gouvernement. Or, vous dites un tel manque de crédibilité, et vous avez commencé, Laurent Geoffrin, cette émission en nous expliquant que ça va bien de critiquer... Ah, puis elle l'aime pas, Laurent Geoffrin, non plus. le gouvernement qui a changé 72 fois de discours, notamment sur le masque, voilà. Pardonnez-moi, parce que... Parce que les scientifiques ont changé 72 fois de discours. Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est justement Éric Nolot. OK? Effectivement, la médecine a changé 72 fois d'avis sur le masque en tant que tel, puis sur plein d'autres affaires. Puis pourquoi est-ce que vous continuez à écouter la même bande qui est le conseiller du gouvernement qui prend des décisions? Alors que vous avez jamais, mais au grand jamais, essayé des techniques comme le professeur Toussaint puis les autres, les rassuristes, là. Fait que, mais vous préférez suivre des gens qui changent 72 fois d'avis sur le même sujet. Puis c'est exactement la même chose au Québec. Malgré que nous, on est pogné avec Arruda. Tabarnane, hey, j'en reviens pas. Non, mais écoutez, quand que je compare ce qui se passe en France puis ce qui se passe au Québec, là, puis c'est pas pour rien, moi, que j'aime ça écouter l'actualité en France parce que j'ai l'impression qu'on est un cran au-dessus. Je vous dis pas que j'aime mieux ce qui se passe en France nécessairement, mais au moins, il y a des débats d'intellectuels. Nous, ce qu'on est ici au Québec, là, je vous le dis, c'est pitoyable. Tu sais, quelqu'un qui a faim là, d'avoir des débats qui sont élevés ou des affaires de même, là, ben, au Québec, je vous le dis, là, ça n'a aucun bon sens. Nos chroniqueurs, nos éditorialistes, tout ça, nos journalistes, c'est toutes des... Excusez, mais c'est vraiment toutes des vidanges, là. Quand on compare avec ce qui se passe en France, là. Puis Charlotte Dornelas, maudine! Mais pourquoi qu'on n'a pas des femmes comme ça au Québec? Moi, c'est de la musique à mes oreilles quand je l'entends parler, cette femme-là. Mautadine, on aimerait ça avoir des femmes de la droite intelligentes comme elle, ici. On n'en a pas, Caroline. Mais ça nous manque, ça. On a eu à un moment donné Tasha Kéredine qui était conservatrice. Puis là, voyez-vous, avec la pandémie, elle virait folle, elle aussi, là. On dirait que, je sais pas, en vieillissant, on dirait que tes idées de conservateur s'en vont. Puis que tu deviens Laurent Geoffrin. Je sais pas. Je sais pas, mais écoutez, moi, je suis vraiment... Chaque fois que Charlotte parle, là, c'est toujours le fun. Puis, tu sais, on voit qu'elle est patiente parce que dans les débats, là, tu sais, c'est tout le temps les mêmes qui parlent. Puis elle, ben, tu sais, elle a de temps en temps ses petits moments. Puis c'est toujours... c'est ça. C'est toujours apprécié. Bon, on va la laisser aller. Ah non, c'est faux. On a fait la Parle de la pénurie. suite. Non, Nous sommes tous d'accord. Je parle de la suite. Bah oui, mais donc... Il y a eu 72 avis contradictoires de la Donc, coronavirus. quand on a un gouvernement, je vais reprendre cet exemple-là parce qu'il est quand même assez significatif, qui nous a dit que le masque ne servait à rien, ce qui était absolument absurde, et ça, tous les médecins s'entendaient là-dessus. Pourquoi revenir à chaque fois? Mais non, mais pourquoi revenir? Excusez-moi. Avançons. Ah bah dans ces cas-là, je vous dis la même chose quand vous reprenez le professeur Toussaint. Avançons, pourquoi revenir sur ce qu'il a dit Non, la mais je vous semaine dis dernière? simplement que c'est... Et voilà, c'est incroyable pareil. Tu sais, voir Charlotte qui réussit à replacer Nolo avec son ego qui prend le studio complet, là. Même chose, un débat entre physiciens, entre eux, pour savoir si les trous noirs existent, et une querelle médiatique permanente sur tous les plateaux de France et de Navarre, où des gens émettent des hypothèses absolument contradictoires. Et je vous dis simplement que moi, je représente sans doute des millions de Français, j'ai perdu confiance dans l'expertise médicale. Et voilà. Moi aussi, j'ai perdu confiance en l'expertise médicale des médecins. Quand on regarde leurs avis contradictoires, là, ben c'est ça. Fait que moi, après ça, ben c'est ça. Là, tu vas aller à l'hôpital pour quelque chose. Puis là, il y en a un qui va te dire de quoi. Puis là, il y en a un autre qui va te dire d'autres choses. Comment est-ce que vous voulez faire confiance aux médecins après ça? Ça, c'est rendu grave, là. Moi, je peux comprendre le fait que, tu sais, vous ayez pas confiance en la science, OK? Parce que la science, là, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est humain en tant que tel, là. Tu sais, comment je pourrais vous dire ça?
Le principe de la science, c'est pas humain, mais c'est des humains qui sont des scientifiques avec le vécu, leur expérience, leur éducation, toutes ces affaires-là. Puis après ça, ils vont nous donner une interprétation X ou Y. Là. Puis là, ben, à un moment donné, c'est laquelle des deux tu crois. Ben, alors, en tout cas, moi, je peux vous dire que la science que je vois présentement sur la prise de décision des gouvernements, ben, c'est pas la mienne. Moi, j'aime mieux faire partie des rassuristes. Fait que voyez-vous, c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, là. Comment est-ce que moi, j'aime les débats qui se passent en France parce que ça fait jaser. Parce que nous, ce qui se passe au Québec, c'est tout le temps les mêmes qui parlent. Vous en avez 4, là, puis les 4, ils disent quasiment toutes la même affaire. C'est super plate, c'est pas intelligent, ils ont rien à dire. C'est un vide. C'est un vide intersidéral intellectuel, c'est pas compliqué. Fait qu'écoutez, je voulais vous faire profiter ça avec moi, en fait, parce que moi, j'écoute les émissions à tous les jours, là, ce genre de choses-là, là, puis je trouve ça tellement rafraîchissant, c'est merveilleux. Fait que je suis content pour vous, la France, tant mieux au moins. Regardez, je vous dis pas que votre situation est mieux que la nôtre, vraiment pas, là, mais au moins vous avez ce genre d'émissions-là qui font du bien à l'esprit un petit peu. Alors écoutez, si je vois que ça vous a intéressé, ben peut-être que je ferai d'autres émissions comme ça, là. Moi, je suis beaucoup aussi face à l'info, là. Malgré que face à l'info, ça serait quand même difficile de décrire ça parce que, regardez, moi, j'écoute beaucoup Éric Zemmour, puis je suis pas le genre à commencer à commenter ce qu'il dit. En plus, je suis souvent bien d'accord avec ce qu'il dit. Puis de toute façon, il y a plein d'affaires qui disent que, regardez, cet homme-là, c'est un historien, là. Moi, je connais rien vraiment là-dedans, fait que j'ai pas... Mais en tout cas, mais oui, j'écoute face à l'info, entre autres, puis tout. Fait que c'est le fun que vous ayez cette chaîne-là, CNews. Puis pour les Québécois, ben regardez, si vous connaissiez pas ça, ben ça vous montre que la TV française est pas mal meilleure que la nôtre au Québec, là. Ça fait vraiment pitié qu'est-ce qu'on a. Fait que, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se reprend sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.